qui sont généralement faits dans le cadre de la qualification de ce régime. Cela étant, je ne voudrais pas prolonger l'attente du plaisir. Je voudrais simplement dire merci d'être venu, merci, et j'espère que les débats seront coulés pour le bien de la science. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'en lieu et place d'un propos évolutif, vous avez comme moi assisté à une leçon inoubliable. Je voudrais, en mon nom propre et au nom du SACA, vous remercier M. le doyen pour cette leçon. Je voudrais inviter ici le directeur du SACA, M. le professeur Patrick Edgar Adam. Merci. Ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, Monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 2 représenté, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, Madame, Messieurs les vice-doyens, Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de recherche, Mesdames et Messieurs les anciens de l'Université de Yaoundé 2, en vos grades éthiques respectifs, chers invités spéciaux et étudiants, Mesdames et Messieurs, par arrêté numéro 14, par 0848, par Messieurs, par CAP, par DDS du 30 octobre 2014, le ministre de l'Enseignement supérieur créait le Centre d'études et de recherche constitutionnelle, administrative et financière à l'Université de Yaoundé 2, en abrégé CERCAF. Le doyen tout à l'heure vous a présenté subrepticement le CERCAF en vous disant que c'est un centre d'études et de recherche qui a pour domaine d'activité le droit constitutionnel, le droit administratif et les finances publiques. Le CERCAF doit produire de la science, le CERCAF doit accompagner la science, et c'est dans ce cadre que nous sommes bien heureux de vous accueillir dans la prestigieuse salle des arts de l'Université de Yaoundé 2 pour le lancement des activités du CERCAF. Nous avons choisi pour thème qui s'avère, vous venez de l'entendre, très important, le régime politique camerounais et la séparation des pouvoirs. Il faut dire que ce centre d'intérêt est la réunion de certaines notions qui sont fondamentales à la définition du droit de la politique, à savoir la notion de séparation des pouvoirs et la notion de régime politique. Relativement à la notion de séparation des pouvoirs, cette notion s'est construite progressivement au gré des révolutions, soulèvements, de textes fondamentaux, mais également de célèbres écrits. Concernant des textes fondamentaux qui ne connaissent pas la Magna Carta, qui est le commencement de l'institution parlementaire, qui ne connaît pas le Bill of Rights de 1689 ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui sont devenus des textes fondamentaux, non pas de la Grande-Bretagne ou encore de la France, mais plutôt de l'humanité, parce que ces textes ont inspiré la plupart des préambules des constitutions et même des corpus des textes constitutionnels. Relativement aux révolutions, nous pouvons citer la révolution de 1688, qui est en réalité la révolution anglaise, qui était celle qui devait conduire à ce Bill of Rights. Nous pouvons citer la révolution française, qui est en fait la révolution de l'humanité, parce que la révolution française devait mettre fin à l'ancien régime et donner lieu à l'État moderne, l'État contemporain, avec l'émergence du constitutionnalisme en citant la Constitution de 1791. L'Afrique également a eu ses révolutions. Elles étaient sourdes. Nous pouvons citer le cas des années 1990, avec ici les conférences nationales souveraines, et là les conférences nationales pas souveraines, mais qui devaient instituer en Afrique un nouvel ordre constitutionnel. Très récemment, le printemps arabe a frappé le Maghreb
et vous montre que le combat de l'humanité continue quant à la question de la séparation des pouvoirs. Enfin, cette notion émerge de travaux de grands auteurs. Nous pouvons citer le précurseur qui est Aristote qui, 4 siècles avant Jésus-Christ, désignait déjà un ensemble de fonctions qui étaient la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction judiciaire. Cette thèse devait être créée plus tard par le plus célèbre auteur qui est Montesquieu, mais bien avant Montesquieu, nous devons citer Hobbes, qui avait une approche absolutiste, et après Hobbes, nous pouvons également citer John Locke, qui, plus extrême que les monarchements, devait rédiger cet ouvrage très célèbre qui s'insurge contre le pouvoir royal. Mais au final, le plus célèbre a été Montesquieu. Montesquieu démontre que l'État est organisé et géré par 3 pouvoirs. Nous avons un pouvoir qui est législatif, un pouvoir qui est exécutif et un pouvoir qui est judiciaire. Cette chronologie, cette présentation des pouvoirs n'est pas anodine, tout simplement parce qu'il estime que le pouvoir fort, c'est le pouvoir législatif, et que le pouvoir faible, c'est-à-dire le pouvoir qui désigne comme étant nul, comme étant la bouche de la loi, c'est le pouvoir judiciaire. Ça signifie que Montesquieu, à la place du pouvoir fédératif qu'avait imaginé John Locke, qui avait connu l'exil et avait eu le pouvoir de la diplomatie, proposait un pouvoir judiciaire, Montesquieu étant lui-même magistrat. Nous avons donc ces 3 pouvoirs qui, dans cette théorie, sont dits séparés. Il s'agit d'une théorie de la démarcation des pouvoirs, de la démarcation des fonctions de l'État, chaque fonction étant distincte, étant exercée par un organe distinct. La séparation des pouvoirs a ses vertus. Et c'est peut-être pour cela que ce principe d'organisation des gouvernements dure. La vertu de la séparation des pouvoirs, c'est par exemple la modération de l'exercice du pouvoir. Modération parce que sans qu'il n'y ait cloisonnement entre pouvoirs, les fonctions sont distribuées et il y a équilibre. Cet équilibre est constitué dans ce propos de Montesquieu que je cite. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Fin de citation. Ce propos devait être prolongé par Eisenman, qui dit qu'au final, et au regard de la théorie de Checks and Balances, la séparation des pouvoirs n'est rien d'autre qu'une théorie de la limitation des pouvoirs. Ça signifie qu'à travers la théorie de la séparation des pouvoirs, on devrait avoir des régimes qui ne sont pas autoritaires. Vous voyez très bien le lien qu'il y a finalement établi entre séparation des pouvoirs et régime politique. Et il faut, dans ce cas, s'intéresser au cas camerounais. Cependant, en étudiant la question, on peut la prolonger en spécifiant que les régimes de séparation ont fini par se distinguer des régimes de confusion. Les régimes de confusion sont en général autoritaires, même si l'un d'eux fait exception, c'est le régime qui est dit assemblée. Et dans ce cas, en général, l'exécutif est simplement le commis de l'Assemblée qui détient la majorité des pouvoirs, et nous sommes dans une posture républicaine, et on peut citer la Convention, et certains auteurs pensent que la Troisième République fait partie de ces régimes d'Assemblée. Quand il y a absence de séparation, on est en présence de l'autorité. La Constitution, même si elle proclame la séparation, est instrumentalisée. Le pouvoir législatif n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire dépend du pouvoir exécutif. Dans les régimes de séparation des pouvoirs, et M. le doyen vient de vous le dire, classiquement, nous avons aménagé 2 régimes de séparation des pouvoirs, qui sont le régime parlementaire et le régime présidentiel. Mais alors, il y a des contestations quant à cette classification, mais également des contestations quant à l'acception selon laquelle la séparation des pouvoirs est toujours d'actualité.
Sur ce fait, vous êtes peut-être au courant que le Danemark a les résultats de ces élections législatives et que dans ces élections, nous avons l'extrême droite qui a fait une percée fulgurante, suggérant d'avoir le poste de vice-premier ministre dans un régime qui est dit parlementaire, comme pour vous dire que l'opposition devient un contre-pouvoir face à la majorité, et certains augurent que voilà la nouvelle marque de la séparation des pouvoirs. Il n'y a plus trois pouvoirs, il y en a deux, la majorité et l'opposition. C'est ainsi que nous pourrons vous présenter en privilège des questions qui fustigent encore l'opportunité de parler de séparation des pouvoirs, de fait majoritaire, l'inadaptation de la séparation des pouvoirs aux besoins contemporains de l'exécutif fort. Et surtout, nos étudiants de première année qui finissent la première année savent qu'il y a un régime présidentiel qui est soit qualifié de régime de séparation stricte, mais au final, dès qu'on leur présente la force qu'a le Sénat sur le président de la République, il se demande finalement quel est donc le régime de séparation souple. La difficulté d'identifier des régimes font dire que la séparation des pouvoirs ne remplit pas sa mission. Les critères en question sont contestables aussi, parce qu'ils sont instables. L'instabilité vient de ce que la majorité peut changer. Et le roi, je suis juriste, ne s'accommode pas de l'insécurité pour aujourd'hui qualifier un régime de tel et demain le qualifier de tel. Il faut une certaine fixité parce qu'il est nécessaire de savoir quel est le régime politique qu'un pays, qu'un État s'est donné. Pour le cas spécifique du Cameroun, on vous l'a déjà dit, de nombreux auteurs des aînés dans le grade ont eu à faire un certain nombre de travaux et à les diffuser, à défendre des positions divergentes. Il nous a paru nécessaire d'essayer, peut-être qu'on va là, d'essayer de créer une convergence des points de vue à travers le débat. Il faut dire que si le régime de 1960, institué par la Constitution du 4 mars 1960, était assurément un régime parlementaire, depuis lors, il y a une difficulté pour certains à cadrer le régime politique camerounais dans une catégorie. Pourtant, cela est nécessaire parce que ça permet de savoir quelles sont les règles applicables, mais aussi quel est l'état de droit au Cameroun. Sommes-nous dans un régime libéral ou sommes-nous dans un régime autoritaire? Et si nous sommes dans un régime libéral, le régime en question est-il parlementaire? Est-il présidentiel? Est-il présidentialiste? Et là, on prolonge la question, le régime présidentialiste peut-il être considéré comme un régime démocratique? Ce sont là autant de questions qui ont suggéré d'organiser cette table ronde en regroupant là un parterre d'éminents enseignants. Nous devons vous dire merci, chers collègues, chers aînés, d'avoir accepté de vous livrer à ce jeu. Le sang ne va pas couler, mais tout de même, on saura peut-être aujourd'hui la vérité sur la nature du régime politique camerounais. Nous voulons remercier en particulier M. le doyen qui nous a accompagnés dans cette entreprise. Remercier également M. le recteur qui a bien voulu nous donner l'autorisation d'organiser le lancement de nos activités dans la prestigieuse salle des actes dans laquelle nous nous trouvons. Et enfin, dire à M. le représentant du ministre de transmettre nos remerciements, notre reconnaissance du fait qu'il ait bien voulu se faire représenter dans le cadre de cette table ronde. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Dignité respective, je voudrais vous dire tous nos remerciements pour votre présence dans cette salle. Chers étudiants, nous sommes très heureux de constater que malgré le retard pour lequel nous nous excusons, vous avez accepté d'attendre, chers collègues,
Merci infiniment. Je pense que ceci témoigne de ce que l'université prend ses responsabilités, autant les responsabilités des enseignants que celles des étudiants. L'autre responsabilité, c'est d'animer la réflexion, de faire entendre, de faire voir, au fond, autour de ce qui me semble être une quête. La quête de cet après-midi, c'est la quête sans doute de l'identité, c'est la quête de la qualification, de ce que c'est que le régime politique camerounais, entendu dans la perspective de la séparation du pouvoir. Je voudrais, avant d'introduire mes différents collègues ici, rappeler que cette quête, au fond, c'est une quête qui traverse toute la société. C'est à la fois, au sens de Jean-Jacques Reynal, la quête africaine de l'identité du politique, c'est la quête de l'expression de la démocratie, c'est la quête pour une institution de son lieu. Et de ce point de vue, je dirais, c'est pour nous la recherche du lieu du régime politique, d'une part, et c'est aussi la quête du non-lieu, de ce que ce régime ne peut pas être, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il ne doit pas être. Mesdames et messieurs, les échanges de cet après-midi me semblent nécessiter que nous prenions en charge deux précautions. La première des précautions est liée à la nature de notre objet, le régime politique. Nous avons tout à l'heure, dans les propos respectifs d'entrée, bien souligné que nous avons affaire à un objet qui est à la fois ambivalent, c'est un objet historiquement contingent, c'est un objet socialement déterminé, et que cet objet-là ne peut appeler à des raccourcis. Et ces raccourcis-là sont des raccourcis de qualification. Nous allons essayer de nous en prévenir ce soir. Et donc, première précaution, penser le régime politique à l'ampleur au regard de la séparation du pouvoir, je voudrais vous proposer autour de trois entrées. C'est l'entrée des codes, c'est l'entrée des actes et c'est l'entrée des pratiques. Au fond, il n'est pas difficile de dire, sur la base des schémas que nous pouvons juger parfois les caricaturaux, nous pouvons juger que c'est un régime soit parlementaire, soit présidentiel. Et encore que, là, on voit bien que la question n'est pas tranchée. Donc, rentrer par les causes, c'est rentrer par les normes qui font ce régime. Eh bien, le régime politique, c'est d'abord des normes. Ces normes sont inscrites quelque part. Nous ne tenons pas le lieu d'inscription de ces codes comme étant, je dirais, le marbre. Ce n'est pas le marbre, mais en même temps, il est nécessaire que ce code soit écrit quelque part au nom de la stabilité dont le droit a besoin pour penser les institutions. Ce sont aussi les pratiques. Et ce sont ces pratiques qui me permettent d'introduire à la deuxième précaution que nous allons prendre en charge cet après-midi, c'est la précaution de faire parler sur un objet commun, le droit et la science politique. Alors, pourquoi cette précaution? Nous pouvons tous ensemble être en train de parler du même mot dans lequel, en réalité, nous pouvons mettre des contenants qui sont tout à fait différents. En l'occurrence, les régimes politiques ne sauraient être entendus simplement dans la perspective de l'organisation du pouvoir, l'organisation des rapports et l'exercice du pouvoir entre les institutions. La science politique, pour sa part, entend dépasser la perspective de l'ordre des interactions entre les organes de pouvoir pour s'intéresser aussi, je dirais, à l'environnement dans lequel s'inscrivent ces institutions. Et c'est à ce titre que d'ailleurs, il y a régulièrement une forme de fluidité entre la catégorie du régime politique et la catégorie du système politique. Cette distinction est nécessaire. Elle est nécessaire d'autant plus que, pour que nous parlions tous ensemble cet après-midi des régimes politiques, nous devons être d'accord sur les éléments de référence que nous adoptons. Il s'agit, de mon point de vue, d'un objet qui est ouvert et pour lequel il faut à la fois de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité. Pourquoi l'interdisciplinarité? Parce que nous voulons, à la fin de cet échange,
nous demander quel est ce lieu commun à la science politique et au droit qui permet de réfléchir sur les institutions. Est-ce que les approches de la science politique permettent d'informer un objet, je pense, presque monopolisé, en tout cas perçu comme tel, par les juristes, et inversement, c'est la démarche de l'interdisciplinarité. Mais c'est aussi une exigence de transdisciplinarité. Et la transdisciplinarité, c'est, au fond, autour de cet objet que nous avons, c'est de penser la connexion, l'interconnexion entre les objets et les méthodes pour penser. Et je pense que les deux précautions, si nous réussissons à les gérer cet après-midi, nous aurons construit une communauté épistémique. Et cette communauté épistémique, son ambition n'est pas de donner des réponses. Je voudrais vous prévenir à ce qu'à la fin de l'après-midi, vous ayez des réponses fermes de notre part. Le but de l'exercice cet après-midi, c'est de poser des questions. Et si nous avons des questions qui sont des questions partagées entre nos différentes disciplines, mais qui sont aussi des questions permettant de façon prospective de relancer la discussion sur l'identité des régimes politiques, la manière dont les régimes sont habités, pratiqués, je pense que nous aurons réussi. Et sur ces mots, je voudrais sans tarder, mesdames et messieurs, vous présenter le panel de cet après-midi. Nous avons autour de la table 4 éminents collègues, tous choisis à la fois pour leur légitimité à parler de cet objet. Il s'agit dans un premier temps du professeur Bernard-Raymond Guindo, qui va nous entretenir, qui est professeur agrégé de droit public. Professeur titulaire de droit public et de sciences politiques, qui va nous entretenir cet après-midi sur le thème les rapports entre les pouvoirs dans le régime politique camerounais. Après cette communication de monsieur le professeur titulaire, un autre professeur titulaire, c'est le professeur Jean Joya, qui par ailleurs est mon chef de département, et qui nous entretiendra sur les contrepoids au pouvoir exécutif dans le régime politique camerounais. Cette présentation sera suivie par celle du professeur Magloire Hongrois. Et qui ici n'est pas à ce titre, monsieur le professeur titulaire, et qui nous parlera de la nature du régime politique camerounais. Vous vous doutez bien que, d'une certaine manière, c'est le propos le plus décisif dans la mesure où il s'agit de donner cette identité. Enfin, nous sortirons de cet échange avec la présentation que fera pour nous notre collègue qui arrive, Mathias Eric. Qui ne peut pas se joindre à nous parce qu'il est pris par des engagements et dont il n'a pas pu se dégager malheureusement. Je voudrais vous faire la proposition suivante. Étant donné que nous avons pris du retard, je voudrais vous proposer que nous écoutions successivement les différentes communications, après quoi nous ouvrirons l'espace pour le débat. Et je constate devant le silence de la salle que ma proposition remplit votre assentiment. Je donne la parole sans tarder au professeur titulaire. Nous allons entendre les rapports entre les pouvoirs au sein du régime politique camerounais. Merci, madame. On dirait.
ces échanges scientifiques. Je voudrais également dire combien je suis heureux d'être autour de cette table avec des amis avec lesquels nous échangeons sur un certain nombre de questions, en étant d'accord, en n'étant pas d'accord, ce qui est normal dans le cadre scientifique. Je voudrais, avant d'introduire mon propos, dire une chose, c'est que je pense que, ayant suivi les deux premiers intervenants, on a déjà très bien perçu les éléments de controverse.